Hi everyone. Bonjour tout le monde, bienvenue aux commentaires de version sur canaliser la dignité humaine dans le monde post-pandémique. Durant cette présentation, vous allez entendre le docteur Stéphania Massagna, docteur Stéphania Bartanga, qui travaille avec le centre spécial et le doctorat dans les différents départements de psychologie. Elle est sous l'Ontario en éducation à Toronto. Et de plus, il est professeur en Ontario et au Manitoba. Il est venu du Zimbabwe avec beaucoup d'expérience concernant cette question sur la visibilité et à travers l'Amérique et du Canada et dans d'autres places. Et il a développé surtout du travail avec les enfants, des adultes avec des difficultés et des comportements négatifs et donc problèmes physiques. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir et de l'entendre dans sa présentation qui va être environ 20 minutes. Docteur Zéphana, à toi le micro. Merci beaucoup, Andréane, de m'avoir donné cette occasion d'avoir à votre conférence, de pouvoir présenter une conférence pour cette conférence d'activer le changement. Et pour cette présentation, mon sujet sera à vous donner le pouvoir et dans les questions d'éducation, surtout pour les gens qui ont des handicaps durant la pandémie de COVID. Et la raison pour laquelle je parle de l'éducation durant cette pandémie est très important, c'est parce que quand la pandémie de COVID-19 a frappé le monde, ça a touché beaucoup de services. Mais un des services les plus atteints, c'était l'accès à l'éducation. Les universités étaient fermées, les collèges étaient fermés, les écoles étaient fermées, tous les édifices étaient fermés. Et donc, ces choses sont essentielles, et surtout pour les gens qui ont des handicaps. Et durant des temps normaux, les gens avec des handicaps ont déjà de la difficulté à avoir accès à l'éducation. Et plus tard, quand une calamité nous tape, nous frappe dessus, non seulement un pays, mais plusieurs pays, donc c'est important d'essayer de comprendre l'impact de ce que ça peut avoir sur les gens avec des handicaps dans leur journée et dans leur vie quotidienne. Et donc, pour comprendre, il faut découvrir qu'est-ce que l'éducation fait pour un individu. Et bien, l'éducation peut être un égalisateur puissant, un intégrateur, un transformateur. Ça peut améliorer la qualité de la vie pour des gens qui ont des handicaps. Et c'est des gens qui ont des problèmes d'alphabétisme. Et c'est difficile. Ils ont besoin d'aide pour les intégrer dans la société et de les rendre égaux dans une société. Donc, cette dimension a été atteinte par la pandémie. L'accès à l'éducation, l'accès aux services pour les gens avec handicap a eu un impact énorme sur la qualité de vie de ces gens. Quand une pandémie a lieu, une calamité a lieu, ça peut être un conflit, que peu importe le conflit, un des résultats c'est la création ça touche des éléments de la population. Non seulement ça touche la population, ça frappe, ça a un impact sur comment les familles gèrent avec les gens qui ont des handicaps. Les gens avec des handicaps sont plus vulnérables et abandonnés durant des crises ou des événements du genre. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, même s'il y a des initiatives entreprises dans le secteur de l'éducation très importantes,
des politiques qui ont été mises en place. L'accès à l'éducation est encore difficile pour les gens qui ont des handicaps. Et c'est encore pire dans un contexte de pandémie. Donc, je vais parler sur la base de mon expérience à moi, comment la pandémie peut avoir un impact sur un individu. Ce que nous avons, c'est des statistiques. Il y a tant de gens, par exemple, qui ont été affectés avec la COVID, et il y a tant de gens, par exemple, qui sont mortes. Mais sous les statistiques, il y a des histoires individuelles et qui sont souvent oubliées. Et ces histoires individuelles, parfois, ça peut bien sortir, ça peut bien finir. Des fois, il y a des gens qui meurent, etc. Et nous avons des pandémies locales dans certaines circonstances. Et on essaie d'apprendre de ces situations-là. Dans le village où je suis né au monde, en Zimbabwe, dans les années 60, il y avait une pandémie. Et dans ce village, mon village, c'est là où je suis venu au monde, comme je l'ai dit, il y avait une hutte. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'infirmière, il y avait juste des femmes aînées. C'est là où je suis venu au monde, moi. Vous vous imaginez, si quelque chose s'était mal produit, une perte de sang ou quoi que ce soit, mais ça s'est produit et je remercie les femmes qui font encore ce travail dans ces villages et dans d'autres parties du monde aujourd'hui. Elles mettent au monde des enfants sans appui. Durant les années 60, le village où je suis venu au monde était affligé par une pandémie, même si cette pandémie était locale. Les enfants dans ce village ont été atteints par la petite vérole, polio, et plusieurs de ces enfants sont décédés. Et, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai été touché par une de ces maladies. Quand j'ai été touché par cette maladie, c'était avec difficulté. Et quand j'étais frappé, ça touchait mes yeux. Et l'histoire est trop longue, je ne vous la raconterai pas. Mais éventuellement, je suis devenu aveugle, j'ai été à l'hôpital, et à peu près 200 km de la maison. Alors, ce qui s'est passé dans ce secteur, dans cette partie du monde, les histoires étaient nombreuses. Quand une pandémie arrive, ça crée beaucoup d'interprétations religieuses, d'interprétations politiques, des théories. Et on a vu dans la pandémie accuser d'autres pour ceci et pour cela. Et ça s'est produit ça dans ce village. Les gens on a démonisé certaines personnes. Certaines personnes ont trouvé toutes sortes de raisons politiques, etc. Et ces choses-là ont un impact sur les gens. Donc, beaucoup d'enfants dans ce village, elles n'avaient pas de ressources. Et, et, et les gens ne voulaient pas que les enfants soient immunisés. Je veux simplement dire que ces choses comme ça se produisent et que ça a un impact sur les individus. Mais peu importe comment nous réagissons face à une pandémie, c'est important. Quels sont les résultats quand on regarde comment il y a des gens qui ont des handicaps? En tant que personne avec un handicap, même si mes parents n'étaient pas fortement éduqués, c'était des paysans dans la zone rurale du Zimbabwe. Une fois que je suis devenu aveugle, on m'a dit, on a décidé que, et ça s'est produit à plusieurs enfants dans mon village, alors on a décidé que la seule façon que j'allais pouvoir me réhabiliter face à cette pandémie, c'était d'amener à une autre école. Donc, c'est pour ça qu'on m'a amené à une autre école qui était à environ 40 km de mon foyer, dans une place qui s'appelle Kwero, au milieu du Zimbabwe. Et à ce moment-là, quand mes parents m'ont appris à l'âge de 6 ans,
J'étais choqué, choqué, parce que je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça. Ils m'ont aidé et m'ont placé dans cette école et, et pour que je reçoive une éducation. Pourquoi cette école? Parce que dans les écoles rurales, il n'y avait aucune possibilité pour pour les handicapés individuels. Il n'y avait pas de braille. Il n'y avait pas d'école de braille à ce moment-là qui aurait pu m'ont permis de lire le braille. Et la seule façon qu'on pouvait avoir accès à l'éducation, c'était que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas voir des choses. Donc la seule façon c'est la seule façon d'apprendre, c'est à travers des moyens spéciaux. Donc j'ai été à l'école pour, pour avoir certaines compétences particulières. Au début, j'ai pas aimé mes parents du tout parce que la plupart de mes frères et sœurs allaient à l'école locale, aux écoles locales. Donc, je pensais que, quant à moi, dans mon petit esprit, mes parents m'ont placé quelque part, ils ne m'aimaient pas, et que je me rappelle quand j'allais à cette école, je pleurais, euh, et on me disait non, je vais être correct. Mais mon père me donnait la chose la plus importante qui servirait énormément dans ma vie, qui est pour moi, c'est à cause de cela que j'ai été à l'école spécialisée et j'ai été fortement éduqué ici. J'ai été à l'université et j'ai vu ma mère quand j'ai eu mon premier degré de l'université de Zimbabwe à la fin des années 80. C'est à travers ce travail que je- j'ai fait l'école primaire, secondaire et l'université. Je l'ai fait à l'extérieur de ma famille. J'ai très peu de contact avec mes pères. Euh, nous- nous- J'étais en contact avec eux, bien sûr, mais quand j'ai fini et que j'ai eu la chance de venir au Canada pour faire mon études postgraduées, post-universitaires, j'ai quitté ce village. Je pensais que j'aurais rien à faire avec ce village. Quand ma mère est décédée, par contre, je suis retourné, selon la culture, je suis retourné chez nous pour aller participer dans une journée spéciale pour ma mère. Quand j'étais là, plusieurs personnes de mon village sont venues me voir, me demandant si je pouvais les aider, parce qu'ils pensaient que j'étais au Canada, que j'avais des ressources. Et j'ai trouvé ça très épeurant, que quand ces gens venaient me demander où est-ce que je peux avoir de l'aide pour notre peuple. Donc, au début, j'étais très hésitant de voir comment je pouvais aider, que je n'avais pas les moyens pour le faire. Donc, quand je suis revenu au Canada, j'ai contacté des agences de développement, une, des, un groupe, le Conseil de Manitoba pour la coopération internationale. Et c'est des gens pour les aider, je leur ai raconté mon histoire. J'ai dit comment j'avais fait partie de la pandémie qui a laissé les gens handicapés dans ce zone de mon pays de naissance. Et à travers le Conseil canadien, le Conseil de Manitoba, ils m'ont aidé, ils nous ont aidés dans cette zone. Ils ont bâti une école et maintenant, nous avons une clinique. Il n'y avait pas d'infirmière à l'époque. Moi, ce que j'ai fait, donc, comme il n'y avait pas d'infirmière, mais maintenant, ils vont avoir une nouvelle photo, comme vous voyez sur la photo, la construction de cette clinique. Même si c'était localisé, on ne devrait pas perdre l'espoir. Après la COVID-19, il y aura des histoires qu'on va être obligé d'assurer un suivi et les agents pourront faire quelque chose. Dans le milieu de cette qualité, de bonnes choses vont se produire, un peu comme on a fait avec l'aide du Conseil du Manitoba. On a bâti une école, bâti une clinique et, dans ce village ici. Et les enfants, quand ces écoles-là étaient en place,
On marchait loin avant. Des fois, les filles étaient violées quand elles allaient à l'école parce que c'était tellement loin. Mais maintenant, elles ont une école chez elles et elles sont dans une situation de sécurité. Et ici, on minimise maintenant les défis qui, qui- qui- que les gens ont à vivre. Et on s'assure que les personnes avec les handicaps qui ne seront pas mis à l'école loin de leurs familles, mais ils ont une école tout proche. Nous espérons que quand c'est fait, nous allons produire un module, une idée sur comment des écoles bâties en modules moins coûteux, mais dans plusieurs villages, dans différentes parties du monde. Et donc, nous avons travaillé avec la communauté, nous avons travaillé avec tous ces gens pour produire ces ressources. Donc, ça peut être fait, non pas d'une façon coûteuse, mais d'une façon peu coûteuse, pour, pour, avec un impact énorme. Alors, c'était le résultat de, de la pandémie 1965 au Zimbabwe. Et c'est là mon histoire. Lorsque on regarde maintenant, comment est-ce qu'on peut regarder maintenant la question des handicaps? L'handicap, l'arrivée d'un handicap vous frappe. Quand vous êtes frappé, ça peut être le trisomie, ça peut être d'autres choses. Il y a tellement de façons comment on interprète l'handicap religieuse, les interprétations religieuses. Vous voyez de certains, ça peut être associé avec des démoniaques même, des handicaps. Il y a tellement d'applications concernant qu'est-ce qui avait pu causer l'handicap. Mais certaines de ces choses sont très, très intéressantes de voir ce qu'on pense, les causes de l'handicap, surtout dans certaines parties du monde, où on serait surpris de savoir ce qu'on pense. Donc, pour essayer de comprendre comment l'handicap fonctionne, comment on peut l'interpréter, dans les études, nous avons 5 modèles qu'on peut regarder. Nous avons ce qu'on appelle le modèle médical, le modèle psychologique, le modèle de réhabilitation, le modèle d'éducation spéciale et le modèle de la charité. Donc, voici ce que les académiques ont présenté pour déconstruire le mythe et les faussetés sur ce qu'on pense concernant les handicaps. On essaie de produire une façon de réfléchir, un changement de paradigme. Et quand on parle du médical, quand on a un handicap, comme ce que mes parents ont pris conscience quand je suis devenu aveugle, alors, la première chose qu'on fait, c'est avoir quelqu'un du monde médical qui regarde la chose. Dans le modèle médical, comment les intervenants agissent avec des gens comme avec des handicaps. Donc, c'est essentiel, ce premier contact avec le monde médical. Si on pense l'euthanasie et les eugéniques, même dans le monde, dans le secteur médical, on dit qu'il faut se débarrasser de ces gens avec handicap. On devrait les écarter, devrait les avorter d'avance, etc. Bon, donc, les professionnels médicaux ont contribué, de fait, d'une façon importante à la démonisation des gens avec des handicaps à travers l'euthanasie, les eugéniques et d'autres secteurs. Donc, dans le secteur médical, ils comprennent une construction anatomique du corps et comment ça peut nous faire vivre notre qualité de vivre. Et donc, on pense qu'une personne avec handicapé ne peut pas fonctionner. La seule chose de faire, c'est de l'écarter. C'est ce qu'on a fait dans le secteur de la médecine. Le modèle psychologique, par contre, c'est un essai de comprendre comment le comportement d'une personne avec un handicap, quand
l'handicap n'est pas permanent, ça ne peut pas être guéri, qu'on ne peut pas utiliser l'intervention médicale. Alors, on utilise une solution psychologique pour résoudre le problème. On a un modèle avec un modèle d'éducation spécialisée, et finalement, on a l'éducation spéciale et finalement la charité. Beaucoup de gens avec des handicaps se trouvent comme des gens qui reçoivent la charité. Et très souvent, des gens se font ils quémandent dans la rue et des choses comme ça. Quand on a un modèle de charité, on n'a pas de droit. On dépend des autres complètement. Donc, votre dignité n'existe pas, n'existe plus. Donc, la charité s'assure que les gens sont objectifiés, deviennent des objets de pitié. Donc, ils ne sont pas supposés de demander des droits. Simplement, ils sont en fin de ligne dans la société. Et en Amérique du Nord et en Afrique, ça se retrouve même là aussi. Alors, c'est quoi un handicap? Parce que c'est la dimension la plus importante ici. Quand une personne a un handicap, qu'est-ce qui se passe? Dans ma façon de comprendre, il n'y a pas vraiment d'handicap. Une personne a une lacune. Donc, une lacune, ça veut dire simplement que cette fonction-là n'existe pas. Votre jambe ne fonctionne pas. Vos yeux ne peuvent pas plus voir. Votre esprit est touché. C'est une lacune anatomique du corps. Ça n'a rien à faire avec la personne comme telle. Mais une lacune ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des choses. Ce que ça veut dire, c'est maintenant, il a interprété cette lacune et le mettre dans la situation. Dans ma façon de croire, voir, c'est ça un handicap. Alors, c'est quoi l'handicap réellement? L'handicap, c'est ce qui est causé par la lacune chez un individu et qui l'empêche de faire certaines tâches. Par exemple, moi, je ne peux pas lire l'imprimerie. Donc, par conséquent, je ne peux pas voir les choses. Donc, de ce côté-là, j'ai été empêché de voir ces choses par ma lacune. Mais c'est là ce que fait la lacune. Ça ne veut pas dire que j'ai été complètement défait. Non, c'est là où on voit le handicap. Donc, pour pouvoir vaincre cet handicap, eh bien, il faut trouver d'autres moyens pour essayer de remplacer la lacune et créer des changements pour éviter l'exclusion. L'exclusion, c'est une démarche où le comporte des barrières créent, en fin de compte, l'handicap. Alors, l'handicap ne vient pas de la lacune, ça vient des gens autour, ça vient des personnes et ça vient de tout ça. C'est pour ça que c'est de là où vient l'handicap. Ça vient sous forme d'exclusion. L'handicap ne vient pas d'une personne avec une lacune. Ça vient de l'environnement qui n'est pas ouvert à travers des comportements qui fait en sorte que les gens avec des handicaps sont exclus. Et donc, on essaye, quand on cherche de vaincre ces handicaps, nous avons vu beaucoup de lois au niveau de l'État, dans ce qu'on appelle la protection des gens avec handicap des Nations Unies. Tous ce sont des instruments qui essaient d'écarter, d'enlever l'handicap. Donc, l'handicap, c'est quelque chose qu'on peut vaincre.
C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir contrer. Donc, alors que la pandémie continue, maintenant nous sommes confrontés à cette question. Comment aider les gens de vaincre la pandémie? Les gens passent leur temps maintenant dans leur famille. On essaie d'éviter d'être atteint par la COVID. Donc, on devrait aider les familles. On devrait essayer d'aider les familles, d'avoir les ressources dans les familles pour que les gens avec handicap puissent continuer à être appuyés. Ça va exiger un nouveau changement paradigmatique, d'avoir des ressources, plutôt que ce soit dans l'école, mais on peut mettre ça dans, les, dans les familles. On peut penser que c'est très cher, mais vous allez voir que la façon moins coûteuse, comme nous avons l'appui de la famille, ça, pour aider les familles, pour aider les handicaps, ça coûte moins cher. Donc, je vais parler rapidement des écarts qui existent entre l'accès des gens avec les handicaps. Alors, une des choses, nous avons très peu d'intrants ou de contributions au niveau de l'éducation. Ce que ça veut donc dire, c'est que lorsque nous développons nos systèmes, il faut incorporer la pensée des gens qui ont des handicaps. On peut développer toutes ces grosses choses, mais si les gens qui sont touchés ne sont pas partie de la prise de décision, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a rien. Il faut qu'on soit intégré et il faut aider les gens à participer, les gens avec le handicap, d'avoir une contribution dans les choses qui les affectent. Et donc, il faut voir comment on va aider à établir des stratégies efficaces pour vaincre l'isolement. Et donc, il faut avoir des stratégies pour s'assurer que la déshumanisation n'a pas lieu. Donc, pour entendre ce que les gens handicapés ont à dire, d'entendre leur histoire, d'entendre leur expérience, c'est un élément critique, une dimension critique de la compréhension. Donc, alors, dans ce que nous faisons, je peux vous donner un exemple. Le Conseil du Manitoba de coopération internationale insiste que si vous faites du développement, il faut vous assurer que les gens du Sud participent dans la mise en œuvre de ces programmes. C'est comme ça, c'est pour ça qu'ils réussissent. Parce que vous êtes impliqué dans la vie des autres, il faut les faire participer de façon qu'ils puissent faire partie du développement comme tel. Ce qu'il faut, c'est de s'assurer que vous en entendez leur récit, leurs histoires, et à moins qu'on soit conscient de nos valeurs à nous et des valeurs des autres, ça nous empêche de ce que d'autres ont à nous enseigner. Et donc, si vous travaillez avec une personne avec un handicap, vous apprenez parce que ça va vous interpeller, ça va interpeller vos valeurs. Avant, moi je fais ça comme ci, je fais ça comme ça. Non, ça, il y a des présupposés. Donc, quand vous êtes en train d'agir avec des gens du Sud et avec des gens avec qui nous cherchons à travailler, ce n'est pas la question à eux, c'est de voir quelles sont les conditions que nous plaçons et qu'est-ce qui est en place pour vous empêcher de comprendre les autres. Donc, l'handicap, c'est pas dans l'individu qui a un handicap. L'handicap est dans la personne, des fois, qui pense que l'autre est la personne avec un handicap. Donc, nous avons à comprendre ce qu'on appelle une démarche d'inclusion. Pour comprendre l'inclusion, c'est une démarche importante. Et la famille, il faut
dans l'inclusion de la famille, le voisinage, les communautés ethniques, ce sont toutes des dimensions essentielles pour comprendre les êtres humains. Il faut comprendre que c'est une approche holistique. Ce qui se passe au niveau de la famille, ce qui se passe au niveau dans le quartier, au niveau de la communauté ethnique. Donc, on devrait pouvoir trouver des moyens pour que les gens avec des handicaps, c'est des individus dont la vie est importante. Et la vie de ces gens-là est faite de plusieurs expériences. Donc, comprendre les gens avec les handicaps à la lumière de toutes les forces qui touchent leur vie. Si on regarde seulement l'handicap, ça limite l'identité même de la personne. Et ça fait très peu pour nous aider à comprendre comment une personne, comment le genre, classe, ethnicité, religion, rôle, a un impact sur leur identité. Donc, quand nous travaillons avec les gens avec handicap, il faut les comprendre ou les voir d'une façon holistique, voir comment ils fonctionnent. Ils ne sont pas des objets. Ils ont des sentiments, des émotions, ils peuvent penser. Donc, comment on les caractérise est très important. Donc, au Canada, nous avons fait des progrès énormes, même si nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons, la Charte des droits et libertés, c'est très important. Et au Manitoba, ici, nous avons des progrès. On a une charte. Il y a du travail dans les écoles. Nous avons également les Nations unies, la Convention des Nations unies, les droits de la personne avec handicap. Donc, ces instruments sont très importants et essentiels parce qu'ils fournissent un cadre de comment les gens avec handicap peuvent avoir accès à des services et, et leurs droits sont incrustés, si je peux dire, dans la réalité quotidienne maintenant. C'est comme ça qu'on peut essayer de comprendre la valorisation et la dignité. Le handicap, les gens avec handicap ont réussi à atteindre depuis plusieurs années. Donc, alors maintenant, dans les communautés en voie de développement, quand vous êtes en voie de développement, donc quand on leur offre des services à des gens du Sud, par exemple, il faudra voir, il faut se poser une question importante. Comme dans ce projet, quel est le rôle avec les gens qui ont des handicaps? Avec quoi on va les appuyer? Qu'est-ce que votre projet va accomplir en ce qui concerne les gens qui ont des handicaps? Et si vous regardez la question que fait le MCIC, c'est une question très importante, certains projets ne pourront pas répondre à ces attentes-là. Mais peu importe ce qu'on fait au niveau du développement, essayez de voir qu'est-ce que les gens avec handicap diraient, qu'est-ce qu'ils feraient, comment est-ce qu'eux pourraient profiter du projet que nous mettons en place. Et comment est-ce qu'on pourrait, les gens qui ont des handicaps, comment est-ce qu'ils voient le Canada participer dans leur rôle dans ces projets de développement dans le Sud. Parce que apprendre des gens au Canada, même si c'est différent, ça peut être utile aussi pour les gens dans les pays en voie de développement. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on essaye d'avoir un échange d'idées et voir ce qui fonctionne au Canada et ce qui fonctionne aussi dans d'autres pays. Peut-être que ça ne fonctionnera pas exactement comme ça, mais au moins penser de cette façon-là nous encourage à contribuer avec les organisations avec des handicaps ou les responsables des handicaps pour essayer de permettre de participer dans le développement, des projets de développement et d'être critiques pour s'assurer que les personnes avec handicap sont impliquées, pour s'assurer que ces gens-là qui ont des handicaps reçoivent une, une information exacte. Voilà ce que je pense.
Et il faudrait que cette conférence et les participants devraient penser à toutes ces questions dans les projets de développement que vous faites. Oui, nous savons que on joue un rôle important pour éliminer la pauvreté et la souffrance, pour vaincre les calamités. Mais il y a un élément essentiel aussi dans ce développement. Il y a des choses qui auront qui vont toucher les gens bien longtemps après la calamité. Il y a des conditions qui créent des handicaps et il y a des choses qui vont être réglées tout de suite, mais il y a certaines choses qui vont être réglées plus tard. Donc, c'est ce que je pense. On devrait examiner l'impact à long terme de nos projets sur des personnes avec des handicaps. Et on devrait éduquer nos gens et qu'ils devraient valoriser les gens avec des handicaps et les faire partie de la prise de décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphania, de partager votre histoire. Merci d'avoir été quelqu'un qui est un instrument de gens qui travaillent avec des handicaps. Je suis certain que les gens seraient intéressés d'avoir ce qui peut se passer par après, ce qui pourrait sortir de cette conférence. Merci beaucoup, c'était très puissant.